Bonjour à tous les amis, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto numéro 42. Donc aujourd'hui, alors je vous fais là la vidéo un mercredi, c'est vrai que c'est exceptionnel, hein. Normalement je fais le jeudi, parce que je peux pas le faire demain. Voilà, aussi simple que ça, mais ça ne changera rien, je vous rassure, au format habituel de la vidéo. C'est-à-dire que nous commencerons par le VeChain, ensuite on abordera VV Digital Collectible, l'entreprise Ecomi, le token OMI, ensuite on parlera de Ultra, de UOS, et enfin on parlera du XRP de l'entreprise Ripple. Et vous allez voir qu'il y a des informations quand même assez intéressantes pour chacun de ces projets aujourd'hui. Et en fin de vidéo, en deuxième partie, on parlera comme d'habitude des actualités crypto plus générales, mais également financières, parce que là on va parler un petit peu de ce qui nous concocte au niveau de l'inflation, de la hausse des taux directeurs, etc. Et vous allez voir que c'est là aussi des informations plutôt intéressantes à prendre en compte pour tout le monde. Voilà, donc écoutez, si vous êtes chaud, les amis, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Et bien sûr, avant ça, je vous envoie mon trailer. C'est parti pour la fondation VeChain. Donc en premier lieu, là j'ai un tweet, vous voyez, de la fondation VeChain qui fait allusion, souvenez-vous, j'en ai déjà parlé il y a il y a dernières semaines, des challenges, donc du 60 jours du VeChain, hein, ça s'appelait comme ça, il s'appelle comme ça ici, vous pouvez voir ici. Et le but c'est d'attirer le plus de développeurs sur l'écosystème du VeChain pour justement participer à 6 challenges, comme vous pouvez voir ici. Donc pour l'instant, il y en a 3 qui ont été complétés, et apparemment par 10 000 développeurs déjà. C'est un chiffre énorme, parce que, donc déjà, je rappelle, hein, que les 3 premiers challenges ont consisté à des tutoriels, entre guillemets, d'explications peut-être, un peu des cours. Donc pourquoi le VeChain et VeChain Tor, comment commencer avec le VeChain et enfin comment construire sur l'écosystème VeChain Tor, c'est-à-dire la blockchain du VeChain. Et donc derrière, eh ben, la finalité de ce challenge, c'est que chacun de ces développeurs-là va créer du contenu, des dApps, on imagine des applications, sur l'écosystème du VeChain pour derrière, eh bien tout simplement faire grossir cet écosystème-là. C'est le but final, en tout cas pour la fondation VeChain. Et ce qui est intéressant, c'est que les 200, si je dis pas de bêtises, hein, peut-être au niveau du nombre, mais en tout cas les meilleurs développeurs de ces challenges-là vont gagner un prix déjà, mais surtout vont avoir la possibilité de participer au hackathon à l'université de Harvard, hein, qui est en partenariat, pour derrière avoir la possibilité même d'être financé par une vraie entreprise dans le milieu des crypto-monnaies pour construire et pour développer leur projet qui à la base sera construit grâce au challenge du VeChain. Donc là c'est vraiment open bar, hein, clairement parce qu'on a des talents là-dessus, 10 000 développeurs et les meilleurs vont créer peut-être des petites pépites, des applications pépites sur l'écosystème du VeChain. Donc très, très sympa les amis pour ce projet. Voilà. Ensuite, je continue les amis, donc là j'ai également un tweet de World of V, vous savez la marketplace de NFT spécialisée au niveau du VeChain. Et ici, on peut partager un petit film d'animation que je trouvais très sympa sur tout l'aspect de la révolution du digital. Vous savez que j'en parle très souvent dans mes vidéos du digital, c'est-à-dire c'est l'alliance entre un objet physique et les NFT. Et donc en fait, l'intermédiaire entre les deux, c'est quoi? C'est une puce AirFeed que vous collez sur votre objet physique et avec votre téléphone, vous aurez juste à scanner cette puce AirFit pour retrouver la copie virtuelle de votre objet physique. Donc assez révolutionnaire parce que en fait, il n'y a plus de frontières quasiment, hein, entre l'aspect physique et virtuel. Et donc là, cette petite vidéo de World of V illustre très bien, ces propos, puisque vous allez voir, c'est un petit film d'animation en fait, qui a été créé par World of V, hein, pour présenter vraiment l'image de ce que je vous expliquais rapidement là en théorie. Et donc là, c'est un film d'animation où vous avez un fabricant de chaussures qui d'abord fait le design de ces chaussures en virtuel, si je puis dire, qui dessine. Voilà, vous pouvez voir la collection de NFT. Et derrière, va créer du digital en prenant, vous voyez, des puces AirFeed de World of V. Donc ça veut dire, si vous avez le projet, je mets en pause pour vous expliquer, si vous avez le projet de créer une collection de NFT digital sur World of V, eh bien vous pouvez toujours prendre contact avec l'équipe de World of V pour recevoir, je pense qu'il faut payer, hein, bien évidemment, mais pour recevoir en contrepartie ces puces AirFeed chez vous
à votre adresse, et derrière, vous pourrez créer le lien, justement, que je vous disais, entre la copie physique et la copie virtuelle de votre objet. Voilà, pour créer des collections digitales. Donc vous voyez, c'est la personne là, dans l'animation paramètre son AirFeed, met en place une photo de sa chaussure qu'il a créée physiquement, et résultat, vous avez, voyez, la copie physique, les chaussures physiques, et l'aspect virtuel, les NFT, qui aura juste à scanner les puces AirFeed pour retrouver le NFT des chaussures. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, là, on a l'exemple de chaussures, mais il y a tout l'aspect de collection, il y a l'aspect des œuvres d'art, des tableaux, et bien évidemment, tout ce qui est trait en fait, au monde physique. Là, on a tout simplement la possibilité, aujourd'hui, grâce à cette technologie-là, de créer une deuxième planète virtuelle avec l'ensemble des éléments physiques présents sur Terre et de les transposer dans le monde virtuel. C'est ça qui est en train de se passer, en fait, sous nos yeux. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo là, de toute façon, on a compris le principe. Mais là, on est en train de véritablement avoir une révolution, c'est le cas de le dire. Voilà les amis, donc très sympa, je trouvais très imagé cette petite animation. Je continue, donc là j'ai un tweet de Jake qui fait partie, vous voyez, de l'écosystème du VeChain, de la fondation VeChain, le VeChain Commons Lead, voilà. Et il a été donc relayé, c'est pour ça que je vous le montre, ce tweet, par la fondation VeChain, comme ça que je l'ai trouvé. Et donc, il fait allusion simplement au 15 septembre 2023, donc il y a quelques jours, et notamment au nombre de clauses qui ont explosé sur l'écosystème du VeChain, qui ont passé à plus de 1 million. Et donc là, en fait, les clauses, on peut voir ça comme des transactions. Donc là, vous avez en une journée plus de 1 million de transactions, quelque part, qui ont eu lieu sur le réseau principal, mainnet du VeChain. Et derrière, c'est vrai que Jake, lui, rappelait que tout ça, c'est en lien avec, vu que le VeChain, en lien avec tout ce qui est aspect business, industrie, supply chain, eh bien, ces transactions sont en lien avec le monde réel du business, avec une valeur économique réelle, avec derrière la possibilité de, je vous l'ai dit, d'être en lien avec la supply chain, donc la logistique, les données des entreprises, etc. Donc c'est quand même pas rien. Effectivement, la phrase de conclusion, c'est que la révolution blockchain est en train de grossir. Et effectivement, on pense beaucoup au VeChain là-dessus, qui au fur et à mesure, lui aussi, est en train de grossir. On le voit bien à travers ce genre d'informations. Ensuite, les amis, je continue. Donc là, j'ai une dernière information pour le VeChain cette semaine. Donc là, j'ai un tweet de Cheeky Crypto, effectivement, qui est assez calé dans tout ce qui est l'information liée à l'industrie crypto. Et donc là, parle effectivement de l'aspect de facilitation de la blockchain du VeChain pour les industries, notamment comme Walmart, supermarché, Auchan, Leclerc et tout. Et en fait, c'est vrai qu'on a entendu des cas, souvent, même cette année ou l'année dernière, de produits qui ont été rappelés massivement, même notamment avec l'affaire des, vous savez, souvenez-vous des pizzas Buitoni, où vous avez eu un rappel massif parce qu'il y a une bactérie, il y a même des enfants qui ont été gravement blessés à cause de ça. Et donc là, le VeChain, à travers ce tweet de Cheeky Crypto, rappelle que tout cet aspect de politique de rappel des produits serait facilité, mais surtout serait même potentiellement évité. C'est-à-dire que grâce à la technologie du VeChain, eh bien, comme vous avez l'information des datas en temps réel sur le mouvement des produits, même peut-être la température, le contenu des produits, etc., vous auriez la possibilité d'avoir en temps réel eh bien, la qualité vraiment au niveau santé presque des produits pour savoir s'ils sont bons ou pas presque à l'unité pour être destinés en fait aux consommateurs. Donc le VeChain permettrait même également d'avoir un aspect de sécurité pour le consommateur. Mais là, on parle de produits alimentaires, mais c'est valable pour à peu près tout au final, à partir du moment où vous avez une composante de dégradation liée à l'alimentaire, mais même à d'autres produits chimiques, on imagine, etc. Voilà. Et donc c'est vrai que non seulement ça a un aspect de confiance pour le consommateur, mais il y a aussi un aspect que pour les sociétés, et c'est pour ça que ça serait mis en place également, eh bien, il y aura un aspect de limiter la casse. Si on doit, par exemple, faire un rappel pour un ensemble de produits, grâce au VeChain et grâce aux informations derrière liées au VeChain, eh bien, ces genres d'entreprises pourraient optimiser et rendre plus efficiente leur politique de rappel. Voilà, et donc limiter les coûts, bien évidemment, parce qu'on sait que
Le but de l'entreprise aujourd'hui dans le monde, hein, c'est pas de faire la philanthropique et tout, on peut peut-être nous le vendre comme ils veulent, mais on sait que derrière, leur volonté première, c'est de faire du pognon, voilà. Bon, donc si on arrive à allier pognon et justement confiance utilisateur, ce sera le jackpot pour tout le monde, on l'a compris. Et VeChain est bien placé pour ça. Bon les amis, donc ce sera tout pour le VeChain aujourd'hui. Donc je vous invite, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment ce projet, à voir ma vidéo sur le VeChain où justement j'explique quel est le but de ce projet et en quoi il révolutionne l'aspect de la supply chain des données numériques. Et puis sinon, bah écoutez, ah oui, je rappelle, évidemment, avant d'oublier, que je ne suis pas un conseiller financier, que tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est à titre informatif uniquement pour vous informer, mais que vous devez faire vos propres recherches également. Au passage, les amis, c'est sûr. Voilà, donc une fois que c'est dit, je passe à la suite, les amis, au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectibles. Donc je vais commencer par faire la liste des drops qui ont lieu cette semaine et qui vont avoir lieu. Notamment, donc, premier drop, je vous montre là, qui aura lieu le 20 septembre, c'est-à-dire aujourd'hui, je vous dis ça aujourd'hui, c'est Yoda, donc en version, donc bien sûr, bande dessinée, mais virtuelle, que vous pourrez lire sur votre tablette également, qui est un NFT, je rappelle. Voilà, donc première chose, Yoda, voilà, on peut dire. Ensuite, au niveau du digital collectible, les collectibles, eh bien, vous avez également encore Marvel, Je rappelle que VV a un gros partenariat avec la licence Marvel. Et donc là, ce serait Black Widow qui serait mis à l'honneur à travers ce drop, donc qui est prévu pour le 23 septembre, c'est-à-dire samedi, là pour le coup. Et ce serait des poupées russes, entre guillemets, vous voyez, avec le système que vous pouvez voir ici. Donc assez original, fallait y penser quand même. Bon, je continue au niveau des drops, les amis. Vous avez également une bande dessinée de Captain America, donc là qui est sorti, c'était au 19 septembre, donc c'est déjà sorti hier. Donc vous aurez effectivement la possibilité de collectionner Captain America également. Et enfin, au niveau des drops, voilà, dernier drop prévu, et pas des moindres, prévu au vendredi 22 septembre 2023, c'est Aladdin, comme on peut voir ici. Et là, je trouve assez phénoménal, regardez, il y a même des images d'animation, bah, ça se fout, Regardez la qualité quand même de... Et il y aura le génie également là-dedans. Donc il y a des personnes qui arrivent déjà, donc là c'est VV Digital Collectibles qui a montré une image d'animation du génie en avant-première. Et la qualité, ça rappelle vraiment les films d'animation Pixar, de ce genre de... Voilà. Bon, donc là c'est un NFT, je vous rappelle, donc là on voit vraiment la puissance de cette entreprise dans le marché des NFT et de l'écosystème du Web 3.0, c'est clair. Voilà les amis, pour les drops, ce sera tout pour cette semaine. Et sinon, très important, donc là c'est vrai que il y avait un abonné qui me posait la question sur tout ce qui est l'aspect des burns de Omi. Et donc c'est vrai que sur d'autres chaînes, on a fait référence à une éventuelle pause du burn de Omi. Et bien là, on a la preuve que non, il n'y a pas vraiment de pause. Alors peut-être sur un système spécifique. En tout cas, je n'ai pas vu passer cette information-là de la part de VV, je vous rappelle. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on a quand même une continuité des burns de Omi. On a la preuve ici, notamment avec le tweet de VVODB, qui justement, lui, s'est spécialisé dans la quête, si je puis dire, de regarder où en est le burn de Omi en temps réel, presque. Et il a même fait un fichier Excel, que je vais vous montrer juste après, pour regarder tout ça. Donc vous voyez que là, en juin, il y avait un 3,33 milliards de Omi qui avait été burn. En juillet, il y en avait 3,76, donc une augmentation de 2,9%. Donc ça, je vous l'avais déjà montré, je crois, il y a quelques semaines. Mais ce qui est très important à retenir, là, je vous le remontre, c'est ce portefeuille de réserve. Donc c'est vrai qu'il y a un système il y a plusieurs wallets au sein de l'écosystème de Omi, enfin, de l'entreprise. Et donc, il y a une réserve de sécurité, entre guillemets, où justement, tous les Omi qui seront brûlés, sortis de la circulation, en fonction de l'utilisation de l'application VV, eh bien, ce portefeuille se porte à 145,9 milliards de tokens, en sachant qu'il y a déjà 104 milliards de tokens qui ont été brûlés, sortis de la circulation, sur un total supply de 700 milliards. Voilà. Donc on a encore du chemin à faire quand même pour brûler l'ensemble du portefeuille de réserve. Et si je vous en parle de tout ça, c'est que derrière, je vous montre la fiche Excel, justement. Donc il dit très bien ici, ce n'est pas un document officiel.
J'insiste bien là-dessus, c'est écrit en rouge. Ça a été créé donc par ODBVV, comme vous l'avez vu, c'est un membre de la communauté, mais qui utilise les datas de la blockchain et qui, elles, sont publiques. Voilà, donc vous voyez, il y a tous les liens. De toute façon, je vous mettrai tout en lien, je vous mettrai son fichier Excel en lien et tout, vous pourrez voir par vous-même. Hein. L'objectif, c'est également que vous-même, vous puissiez faire vos propres recherches. Et vous avez également le Burn Wallet. Donc, on voit que toutes ces informations sont publiques. Et donc là, il révèle quoi? Il révèle qu'au 15 septembre 2023, on voit les dernières mises à jour de ce fichier, eh bien, il y a 62 millions de tokens OMI qui ont été brûlés pour un montant total en termes de dollars de 51 000 dollars sur le marché primaire, c'est-à-dire directement en achetant les collectibles sur l'application VV. Derrière, il y a également eu en parallèle, il y a eu l'achat de gemmes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des gemmes, hein, vous savez, la monnaie en vigueur sur l'application VV, mais sans forcément parfois acheter derrière des collectibles digitaux. Donc, il n'inclut pas un burn de tokens OMI forcément. Et bien là, vous avez 116 millions de OMI qui ont été brûlés via l'achat de gemmes pour un montant de 95 000 dollars. Quand même assez colossal dans une journée. Hein. Je vous rappelle, c'est une journée ça. Et donc là, on a le burn total de OMI qui a augmenté, voyez-vous, qui est passé à 107 milliards de tokens. Et je vous rappelle que si on regarde le tweet de VVODB de août, du 10 août, on était à un burn total de 104 milliards. C'est-à-dire qu'entre-temps, on a pris 3 milliards de tokens OMI à peu près qui ont été brûlés en plus. Donc on voit que la politique de burn continue à avoir lieu, malgré parfois les rumeurs peut-être, je ne sais pas, ou des choses, des informations que je n'ai pas eues entre-temps en tout cas. En tout cas, mathématiquement, ça continue, je vous le confirme effectivement. Voilà. Et donc, ce que j'ai trouvé en plus très intéressant à vous montrer à travers ce fichier Excel, c'est notamment le total de gemmes qui ont été achetées sur l'application VV. 440 millions de dollars. Donc, je ne sais pas si vous imaginez quand même la puissance phénoménale de l'entreprise Ecomi. C'est-à-dire que là, on le voit. C'est-à-dire que là, leur chiffre d'affaires depuis 2021, depuis qu'ils ont sorti l'application VV, eh bien, c'est 440 millions de dollars, c'est-à-dire quasiment un demi-milliard de dollars. Donc, pour une entreprise qui a moins de 5 ans, allez, 3 ans, maximum 3 ans, qui est sur le marché depuis quelques temps, je trouve que c'est vraiment un exploit avec en plus moins de 100 employés derrière. Donc là, on peut dire que c'est vraiment du cash flow, hein, leur truc, c'est machine à cash. Et c'est bien parti pour continuer, puisqu'il y a une augmentation, on le voit, au fur et à mesure des drops, bien évidemment, des montants. Et là, par exemple, au 9 septembre 2023, ils ont sorti des gros drops, et vous voyez là, 258 millions de burn de OMI, 240 000 dollars à peu près, parce qu'il y a eu un achat de gemmes de 204 000 dollars en une journée. Truc de fou, quoi. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu le projet. Bon, bah écoutez, je passe à la suite les amis, mais avant ça, je vous passe la vidéo où je présente justement le projet, qu'est-ce que c'est l'application VV, comment ça marche. J'explique l'entreprise Ecomi, l'équipe, enfin, le projet, et également derrière, je parle du token OMI et de cette politique de burn pour vous vraiment expliquer. Et sinon, bah écoutez, on passe à la suite, c'est-à-dire prochain projet qui est Ultra. Et donc, Ultra, regardez, là j'ai un petit tweet donc, de l'entreprise et directement qui parle notamment du pouvoir de la tokenisation des jeux. Et là, vous voyez, il y a un petite image assez sympa qui est révélatrice, hein, clairement, sur l'évolution de la technologie du jeu vidéo. Et notamment, vous avez l'ancien temps, c'est-à-dire c'est old school, rappelez-vous avec les Nintendo, là. Enfin, ça dépend des générations, hein, mais ma génération, effectivement, j'ai vécu avec ce genre de console old school. Ensuite, vous avez eu la naissance effectivement des versions boîtier physiques avec les disques à l'intérieur. Et enfin, vous avez eu l'essor de toutes les plateformes comme Steam, l'Epic Game Store, tout ça, qui ont dématérialisé les jeux vidéo, mais tout en les rendant plus uniques. De toute façon, il n'y a plus de propriété. C'est-à-dire que quand vous achetez des jeux vidéo sur Steam, vous n'êtes pas propriétaire en fait réellement. C'est-à-dire que vous avez l'accès, mais le jour où vous voulez revendre votre jeu, eh ben, c'est pas possible. Voilà. Et donc là, on a l'évolution encore de ce marché-là avec Ultra, qui se positionne en révolutionnaire, hein, qui, on peut le dire, le sont, à travers leur feuille de route et les choses qu'ils mettent en place, hein, qui veulent justement mettre en place l'aspect de tokenisation des jeux. Donc là, on rentre dans une nouvelle ère, hein, clairement. Et donc,
il rappelle très bien qu'est-ce que c'est exactement cette tokenisation des jeux. Eh bien, c'est la propriété vraiment des jeux vidéo. Et donc, ce n'est plus du tout un accès comme par exemple avec Steam. Et également, ce que ça apporte, là on n'en parle pas trop, mais ça apporte des récompenses exclusives ce système, parce que comme vous avez un token qui est lié à la blockchain, donc qui est public, et que vous avez votre peut-être identité qui est associée à ce jeu, eh bien les développeurs auront la preuve que vous êtes par exemple loyaux, que vous avez ce jeu-là depuis 10 ans, eh bien peut-être que vous aurez un badge ou un NFT, un cadeau, pour vous récompenser de votre fidélité. Là on a vraiment ce système-là qui est en train d'émerger grâce à Ultra. Vous aurez effectivement des contenus uniques, peut-être qui seront accessibles uniquement à une catégorie de joueurs sur ce genre de jeu, parce qu'ils ont l'aspect tokenisé au niveau des jeux, enfin bref, voilà. Mais surtout, ce que ça apporte, c'est la possibilité de revendre vos jeux vidéo. C'est-à-dire que vous n'avez plus, comme vous n'avez plus accès seulement uniquement aux jeux vidéo comme sur Steam, là vous avez la propriété, et bien vous pourrez revendre derrière ces jeux, et pourquoi pas les revendre avec même une plus-value. Enfin, si on imagine que le jeu prend de l'ampleur et tout, bon. On m'étonnerait, hein, parce que le but, c'est pas de rendre les jeux rares et d'avoir un investissement dessus. Le but, c'est que tout le monde puisse acheter ce genre de jeux, mais les acheter moins cher de façon, on va dire, d'occasion presque, sans pour autant l'être, puisque ça reste numérique. C'est ça qui est fou. Voilà les amis, et donc là on voit que sur cet aspect-là, eh bien, depuis le 10 juillet, eh ben, effectivement, Ultra a fait l'histoire, hein, c'est marqué ici, en tokenisant deux jeux, donc Stormboy et Twake Game. Voilà, après je connaissais pas ces jeux, hein, mais pourquoi pas. Et donc là il prévoit à partir de maintenant de tokeniser des jeux de type Mars 4, voilà, et d'autres jeux également d'autres studios de jeux. Bref. Voilà les amis, donc je continue ensuite avec Ultra, et là c'est vrai que j'avais abordé ça la semaine dernière, j'ai dit que j'allais essayer de trouver l'aspect finance, qu'on a vraiment une grosse transparence sur Ultra, sauf sur un seul point, c'est l'aspect financier, j'en ai déjà parlé, hein. Mais du coup c'est pas grave parce que j'ai trouvé d'autres chiffres, et notamment là j'ai un tweet de Ultra Alert qui est plutôt sympa, et qui a montré que sur la blockchain d'Ultra, on a 40 324 comptes qui ont été créés en tout sur la plateforme Ultra. Et là, aujourd'hui, par exemple, là, c'est très frais, hein, 20 septembre, on a 18 nouveaux comptes. Et donc là, je me suis amusé, entre guillemets, je me suis amusé à faire le comparatif avec Steam pour voir combien représentait peut-être leur chiffre d'affaires. Et là, donc c'est pour ça que je vous montre, je suis allé sur Statista, envoyé sur Statista, les chiffres de Steam. Et il faut savoir, là, j'ai les chiffres de 2017. Bon, je ne vais pas les chercher plus récents, mais c'est déjà suffisant. Et regardez, en 2017, donc Steam compte plus de 1 milliard de comptes avec 90 millions d'utilisateurs actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un nombre de comptes ouverts, vous avez en fait 10% seulement qui sont actifs, clairement, si on prend la même politique. Et donc, si on en revient à Ultra, si on adopte cette règle des 10%, bien, ça veut dire sur les 40 324 comptes qui ont été ouverts sur Ultra, vous en avez peut-être 4000 et quelques, 4324, enfin 4000 plutôt 32,4, enfin bon voilà, qui seraient actifs réellement sur la plateforme. Donc on peut dire si chaque personne, allez, faut être gentil, hein, dépense 10 $ par mois sur ces 4000 comptes actifs, quel que ce soit par la tokenisation ou quelque système que ce soit, eh bien on peut tabler déjà actuellement sur un chiffre d'affaires de 400 000 peut-être dollars par mois. Enfin 400 000 $ par an, pardon, pas par mois, par an. Donc, écoutez, entre 400 000 et 500 000, là après, ce que je vous dis, c'est vraiment un titre indicatif, c'est, voilà, je me base uniquement sur sur un nombre de comptes ouverts, hein. Donc ça veut rien dire. C'est juste une petite règle mathématique, on va dire, dans cet ordre-là, peut-être, dans cette fourchette-là, pour avoir un indicatif de leur chiffre d'affaires. Donc ça veut dire, mais comme si on parie sur 400 000 et 500 000 $ par an de revenus de chiffre d'affaires, et qu'il faut savoir qu'ils ont une centaine d'employés, ben déjà ça veut dire qu'ils ne sont pas assez rentables sur le plan d'activité uniquement. Donc après, ils ont des sponsors, hein, ils ont plein d'autres choses. Mais sur cet aspect-là, je pense qu'ils n'ont pas encore assez d'utilisateurs pour être totalement rentables. C'est mon avis, comme je vous l'ai dit, à travers
ce calcul, mais très superficiel, hein. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, parce que ça se trouve, vous avez 20 000 utilisateurs qui sont totalement actifs tous les mois, ou alors vous avez peut-être même la totalité, vous avez peut-être 40 000 utilisateurs qui sont totalement actifs tous les mois, et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'ils sont tout à fait rentables, tout simplement. Donc, et pour ça, après, ça veut strictement rien dire mon calcul, mais c'est juste, on peut se dire, dans le pire des cas, voilà, ils peuvent gagner entre 400 et 500 000 dollars par an. Ce qui est déjà pas mal hein, pour une entreprise, clairement. Voilà les amis. Bon bah écoutez, après j'ai une dernière petite information là. Je vous rappelle hein, pour la puissance de ce projet-là. Au niveau d'Ultra, c'est la comparaison de tableaux, comme vous pouvez voir ici. Donc là j'ai un tweet de Ultra for Life. Et qui rappelle simplement les comparaisons entre différentes plateformes, notamment comme Steam. Et après vous avez OpenSea, Immutable, mais tout ce genre de plateformes-là, pour moi, c'est pas des concurrents de Ultra, parce qu'elles ne proposent pas de jeux vidéo. À part Gala, effectivement, mais Gala, c'est vraiment aussi à part. Et c'est pas du tout une plateforme comme Steam, par exemple. Donc vraiment, le principal concurrent de Ultra, c'est Steam, clairement. Et regardez, effectivement, bah, Steam se fait atomiser hein, sur le plan technique. Sur, par exemple, l'aspect de propriété du marché secondaire, bah, comme je vous l'ai dit, hein, Ultra révolutionne le genre, contrairement à Steam. Il y a également une marketplace de NFT, Steam ne l'a pas. Il y a tous les kits de développement pour les développeurs de jeux vidéo, donc en jeu, au niveau des NFT, donc ça Ultra le propose, Steam ne le propose pas. Ensuite, il y a les plateformes de tournois e-sport, effectivement Ultra l'a déjà mis en place, Steam ne l'a pas. Enfin, on peut continuer comme ça longtemps, hein. Mais pareil, au niveau de la blockchain et des services blockchain, on voit que là, Ultra, forcément, vu que Ultra a également sa propre blockchain de chip layer 1, eh bien Steam est dépassé à ce niveau-là, forcément. Bon, du coup, c'est assez intéressant de voir même sur le plan technique, c'est assez phénoménal, hein, la puissance de ce projet. Mais il faut rester encore prudent sur l'aspect financier, hein, je vous le rappelle, pour les raisons que je vous ai citées au préalable. Bon, sinon, si vous voulez en savoir plus sur ce projet, hein, voilà, de l'avenir, clairement, eh bien, n'hésitez pas à voir une vidéo ici où je présente, comme pour les autres projets, bah, le contenu, on va dire, théorique, déjà sur le papier, du projet. Voilà. Et maintenant, les amis, on passe au XRP et à Ripple. Donc là, vous allez voir, il y a des choses intéressantes à dire, donc notamment Ripple, donc ils rappellent hein, ici à travers leur tweet, qu'en Afrique, ça qui est fou, c'est que moins de 10% des paiements se font par voie digitale, c'est-à-dire par voie numérique. Et donc, ils disaient que là, ils ont un petit rapport de 2023 qui indique que la majorité en fait, des leaders de la finance en Afrique, justement, seraient très excités d'avoir l'opportunité de développer des paiements transfrontaliers digitaux en crypto-monnaie. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de le mettre en place déjà à l'échelle des monnaies fiat. Donc autant passer en clair avec les crypto-monnaies parce que c'est moins cher, etc. Donc là déjà on voit que l'Afrique, il y a une véritable révolution financière qui est en cours, hein, et on peut avoir des surprises déjà de ce continent à ce niveau-là. Donc là, c'est Ripple qui l'avance. Ensuite, autre information de la part de Ripple également, là j'ai un tweet où ils disent 50% des leaders de la finance prévoient d'utiliser des paiements de crypto-monnaies dans leur business, hein, solution de crypto, dans les 3 prochaines années. Donc là, ça prépare un peu le terrain pour même les actualités crypto que je vais vous montrer financières, où effectivement la blockchain et les crypto-monnaies, on est vraiment au tout début de l'ère d'adoption de masse. Et donc là, c'est vrai que ça s'est toujours fait comme ça, comme Internet à l'époque. Et effectivement, là, on commence vraiment, je pense, en 10 ans, on va avoir la chance hein, d'assister, nous, en tant que personnes, même investisseurs ou même spectateurs curieux de ces technologies-là, ou passionnés à voir, d'assister à l'émergence de ce nouveau monde, hein, ce nouveau monde économique, financier, en quelque sorte. Voilà. Et peut-être plus juste, même sûrement plus juste, hein, par rapport à toutes les politiques magouillardes qu'il y a sur le système actuel au niveau de la finance. Bon. Donc maintenant, je vais continuer les amis sur le XRP. Dernière information, j'ai un petit article à vous passer. Donc là, de Crypto News Flash, comme on peut voir ici. Et ils disent très, très clairement donc, que sur les 10 banques centrales qui sont en train d'explorer, hein, vous voyez, les CBDC, et eh bien, vous en avez 9 sur 10
qui sont en partenariat avec Ripple Labs pour explorer justement le marché, l'opportunité d'un marché à plusieurs trillions de dollars. Donc, je rappelle que billion, c'est milliards, trillion, bah, c'est encore 12 zéros, hein. Donc là, vous avez 12 zéros quand même sur le marché au potentiel. Et donc, ils disent après, eux, ils font leur propre analyse au niveau du prix technique du XRP. Si on arrivait à ce niveau-là, en trillions de dollars, eh bien, ils parlent d'un nouvel ATH à 10 dollars peut-être, point d'interrogation. Je ne vais pas rentrer dans tous les prix, hein. Vous connaissez ma chaîne, je ne parle jamais des prix. Mais en tout cas, l'article trouve intéressant à ce niveau-là. Mais en tout cas, l'information qui est sûre, c'est que là, on a c'est vrai qu'on a Ripple qui a des partenariats quand même très solides, hein, même avec les banques centrales pour les CBDC et pour derrière intégrer leur technologie liée au XRP dans la construction des CBDC. Même si personnellement, vous le savez, je trouve que les banques centrales qui explorent les CBDC, c'est derrière pour mettre en place un monde numérique que nous ne voulons pas, puisqu'il serait centralisé également, et donc ce serait un détournement de la blockchain, un détournement de la volonté notamment par exemple du Bitcoin en premier lieu d'être décentralisé. Eh bien ce sera un détournement vers la centralisation dans le pouvoir des autorités. Donc on en reviendrait en fait au système actuel des monnaies fiat, qui sont totalement contrôlés, hein, par une poignée de personnes, et on voit la catastrophe que c'est actuellement. D'ailleurs, quand on va parler de catastrophe, je vais vous montrer un petit peu pourquoi derrière. Ça continue. Bon les amis, donc ça c'est tout pour Ripple, le XRP. Donc je vous invite à voir la vidéo ici, hein, sur ce projet-là où je vous explique comment et pourquoi le XRP veut et est en train de mettre le réseau Swift à la poubelle, hein, et de le remplacer petit à petit, clairement. Et sinon, écoutez, on passe aux actualités crypto plus générales, les amis. Article de cryptost.fr, donc la SEC prévient, la guerre contre l'écosystème des crypto-monnaies ne fait que commencer. Donc là, on voit que, clairement, là, la SEC a donné le ton, elle ne se cache même plus, elle le dit, nous, on va attaquer de plus en plus l'industrie crypto, et on va même s'attaquer à la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée. Donc là, on est dans une ère, on a vraiment de plus en plus aux États-Unis, hein, une confrontation entre les entreprises crypto comme Binance et Coinbase. Je vous rappelle d'ailleurs, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas parlé de Binance, mais Binance est totalement à la tourmente là. Ça devient même inquiétant pour l'avenir de l'entreprise Binance, parce qu'il y a beaucoup de news, hein, et pas bonnes du tout pour Binance, qui émergent. Donc je vous invite à faire attention à ce niveau-là, même si vous utilisez Binance et tout, faites gaffe, parce qu'ils sont en train de se faire vraiment massacrer là aux États-Unis, ça c'est sûr. Et vous avez également Coinbase dans le collimateur, mais Coinbase pour le coup ont l'air de vraiment bien s'en sortir et de bien se défendre contre la SEC. C'est surtout Binance qui est dans le feu là dans le collimateur, mais je vous rappelle que désormais il n'y a pas que les entreprises crypto dans le collimateur de la SEC, vous avez même les entreprises comme Grayscale, hein, qui à la base n'ont rien à voir avec l'industrie crypto, mais qui cette fois, elles, comme elles veulent rentrer dans le marché crypto, eh bien c'est elles qui attaquent la SEC, hein, parce que la SEC fait obstruction maintenant aux institutionnels classiques, BlackRock, compagnie, Grayscale, et veut les empêcher de rentrer dans le marché crypto. Là c'est assez intéressant, et on l'a vu avec la dernière affaire sur les ETF Bitcoin Spot, vous avez la SEC qui bloque, encore aujourd'hui, hein, toutes les demandes d'ETF Bitcoin Spot pour ce genre d'entreprise. Et vous avez Grayscale qui a porté plainte, enfin, entre guillemets, et qui a gagné son procès contre la SEC très rapidement. Et la SEC est obligée désormais d'étudier la demande d'ETF Bitcoin Spot pour Grayscale. Voilà, donc ça va se faire à coup de justice dans tous les sens apparemment. Donc ça va être vraiment un champ de bataille juridique là-bas aux États-Unis, et on va voir comment ça va finir, bien évidemment. Bon. Donc je continue les amis avec les nouvelles. Donc là j'ai un autre article de journal du coin.com, bullish pour le Bitcoin, point d'interrogation. La Fed, donc la banque centrale américaine, affiche 100 milliards de dollars de pertes en 2023. Donc là c'est le contraste, je vous dis ça qui est fou, c'est que vous avez d'un côté donc les États-Unis qui attaquent, enfin les régulateurs surtout qui attaquent en masse l'industrie crypto, qui veulent vraiment les détruire. Peut-être dans un objectif derrière de ne pas faire de concurrence au dollar physique, mais même au futur dollar numérique, pourquoi pas. Mais ce qui est fou, c'est que derrière, là, le dollar américain, on voit bien qu'il est en déclin. Et encore pire que ça, on voit que même la Banque centrale américaine commence à être en difficulté, et de plus en plus, parce que on le voit avec ces bilans assez catastrophiques, hein, 100 milliards de dollars de pertes, et je ne parle même pas des dettes qui sont en train d'exploser littéralement aux États-Unis. Ils ont dépassé les 33 un milliard de dollars de dettes et les trillions de dollars
de la balance sheet de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est une catastrophe, hein, clairement, au niveau de l'endettement. Et on voit bien que là, c'est pour ça que quand on fait le contraste, en fait, les États-Unis sont en train de vraiment se tirer une balle dans le pied parce que plutôt que d'accompagner en intelligence l'industrie crypto comme le font certaines autres régions du monde, même l'Europe, pourquoi pas, même si l'Europe ça tourne au flicage, hein. Je vous l'ai montré dans la crypto précédente, avec les nouvelles lois qui vont sortir, mais en tout cas c'est plus accompagné et c'est moins répressif qu'aux États-Unis. Voilà. Donc si le dollar s'effondre dans les années qui viennent et qu'il n'y a pas d'alternative pour les Américains, eh ben, il faudra qu'ils allument une chandelle, hein, pour prier, parce qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre pour les sauver. Voilà, donc c'est bien, c'est intelligent de leur part, c'est tirer une bonne balle dans le pied. Mais bon, comme ça. Ensuite, autre petite information, les amis, donc très sympa cette fois, de cointribune.com, et là on a Citigroup qui lance son service, hein, Citi Token Services, ils appellent ça comme ça, et donc là, le Cointribune dit la révolution crypto est en marche. Effectivement, il faut savoir déjà que Citigroup a été qualifié en 2017 de la 12e plus grosse entreprise à l'échelle mondiale. Donc, pour vous dire le truc, un gros mastodonte. Et c'est une entreprise qui ressemble beaucoup à BlackRock, mais qui possède moins de capitaux sous gestion. C'est-à-dire que BlackRock, je rappelle, hein, ils ont 8000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Citigroup, en comparaison, ils en ont que, entre guillemets, hein, 1700 à 2000 milliards de dollars. Donc on va dire que Citigroup, pour donner un ordre de grandeur, c'est un mini BlackRock. Un mini. Et donc là, c'est comme si on disait que BlackRock, en fait, clairement, il lançait carrément un service crypto. Bah, c'est pareil, c'est-à-dire que Citigroup, il lance un service de tokenisation d'actifs, c'est-à-dire un service dédié aux crypto-monnaies pour faciliter la gestion des trésoreries des institutionnels en crypto-monnaie, bien évidemment, on l'a compris, et également d'avoir tout l'aspect du reste, hein, l'aspect digital des crypto-monnaies associé à tout ce genre de services. Donc là, en fait, c'est du lourd, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les institutionnels sont en train de s'approprier la blockchain, la crypto-monnaie, et sont en train maintenant de proposer même des services pour aider d'autres entreprises à développer cet écosystème crypto pour leurs propres services. Donc c'est assez fou, hein. Franchement, ce qui est en train de se passer, voilà, c'est assez fou, parce que d'un côté, on a les régulateurs américains notamment, qui eux, ne savent plus comment faire pour détruire l'industrie crypto, à tort ou à raison, hein, bien évidemment. Il y a certains cas où il y avait de la fraude, hein, bien évidemment. Et de l'autre côté, vous avez les institutionnels, eux, qui essayent de, comme des fous, justement, de s'approprier le truc. Donc, bon, voilà. Donc, plutôt positif là-dessus, les amis. Ensuite, je continue, bien évidemment, avec Cointelegraph France. Donc, le volume annuel de transactions de Bitcoin dépasse celui de Visa. Donc là, c'est quand même assez fou, parce que, bon, Visa, on va pas en parler, ça sert à rien. Enfin, tout le monde connaît Visa, hein, j'imagine. Mais pour que là, on ait un volume annuel de transactions qui dépasse de Bitcoin dépasse l'entreprise Visa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est officiellement, hein, en train de vraiment de basculer dans une nouvelle ère au niveau des paiements transfrontaliers et même internes, et que on voit vraiment qu'il y a une adoption de masse. Voilà, on est en train d'y assister, quoi qu'on veuille dire, quoi qu'on veuille sentir au niveau des crypto-monnaies, en train de basculer vraiment dans une nouvelle ère justement de la finance que je vous disais tout à l'heure, hein. Ce que je vous disais avant, c'est qu'on est vraiment en train de basculer dans un nouveau monde économique et financier digital. Voilà. Et maintenant, les amis, je vais passer à tout ce qui est les actualités financières, économiques. Donc, première information de la Tribune, donc Banque Centrale Européenne. Donc là, pour les économistes, il n'y aura pas de baisse des taux avant le deuxième semestre 2024. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que la majorité des économistes au niveau de la Banque Centrale Européenne table sur le fait que là, on va rester à un niveau record de la hausse des taux directeurs qui est absolu, hein. C'est-à-dire, ça a été la dernière fois qu'on a eu atteint un tel record, c'était entre 2001 et même la crise de 2008 des subprimes. Donc ça veut dire que si on table sur ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les économistes intrinsèquement prévoient que l'inflation ne sera pas résolue avant le deuxième semestre 2024. C'est ça que ça veut dire, malheureusement. Et en revanche, voilà, on voit que 80% ne voient pas de ces économistes-là, ne voient pas non plus de nouvelles hausses des taux ces prochains mois. Donc ça veut dire que là, on est vraiment sur la corde raide, si je traduis, hein, et que toutes les institutions financières sont en train de se dire, bon, là, on a au niveau maximal de la hausse des taux qu'on a pu atteindre. Si ça suffit pas, là, c'est la fin d'haricot, en fait. Voilà.
Parce que s'il continue, oui, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo récemment, justement, je vous invite à voir, hein, si vous voulez en savoir plus à ce niveau-là, sur l'impact de la hausse des taux directeurs sur justement la dette française, enfin les dettes générales des pays, mais également la dette française. Si vous êtes intéressé, je vous invite à le voir. Et sinon, effectivement, ben, le problème là, c'est que plus on augmente la hausse des taux directeurs, et plus ça alourdit le poids des dettes et donc le remboursement en milliards d'euros ou de dollars pour les intérêts de la dette. Donc c'est très lourd pour les gouvernements. Mais le problème, c'est que s'ils n'augmentent pas la hausse des taux directeurs et qu'on a l'inflation qui continue de galoper, eh ben, l'inflation risque de partir en vrille et donc d'échapper au contrôle des autorités et de partir en hyperinflation. Je rappelle que c'est ce qui s'est passé en Argentine, au Liban, au Venezuela, et qu'ils ont fini à devoir payer une baguette de pain avec des brouettes de billets, hein. C'est ça qui nous... Donc là, c'est un peu ça qui nous pend au nez, j'ai l'impression, à travers ce genre de discours, hein, de la part des économistes, notamment même au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc je continue à ce niveau-là. Pourquoi je... Personnellement, c'est mon avis, hein. Je vous rappelle, c'est mon humble avis. Je ne suis pas très optimiste sur la position de l'inflation dans les mois qui viennent. Et que là, on a un article de Les Échos, hein, carburant, les distributeurs, comme Total Energy, ne feront pas de vente à perte. Donc pour expliquer ce petit passage-là, je vous montre juste un petit graphique de la zone bourse, ici. C'est l'évolution des prix du pétrole en Brent, comme on peut voir ici. Et regardez, c'est un massacre, hein, depuis le 25 juillet donc 2023, on a une explosion littérale, un bull run presque, des prix du pétrole. On est passé de 70 $ à 93 $ quand même, hein, le baril de pétrole. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que là, on est en train d'assister en fait à un mini-choc pétrolier en raison de la politique des membres des BRICS qui a visé à réduire la production de pétrole au sein du monde, et donc forcément, nous, on a un impact. Et en plus de l'inflation globale, on va se taper donc l'inflation déjà aux stations essence. Parce que comme les distributeurs ne veulent pas vendre à perte, ben, ça veut dire qu'ils vont être obligés de faire répercuter cette augmentation des prix du baril de pétrole sur les consommateurs. Donc on risque, dans les mois qui viennent, d'avoir une explosion des prix du pétrole aux stations essence. Et là où je trouve que c'est vraiment gonflé de la part de l'État, et pourquoi il y a un article du coup qui est sorti en précisant, hein, que les distributeurs ne feront pas de vente à perte, c'est parce que le gouvernement, notamment Bruno Le Maire, a déclaré récemment que comme la loi française interdit de base les distributeurs à vendre à perte, et bien que exceptionnellement là, le gouvernement français est généreux et donc autorise les distributeurs à vendre à perte à partir de décembre 2023. Une connerie de ce genre, hein. Sauf que ce qu'ils oublient de dire là, le gouvernement, c'est que les stations essence, les taxes de l'État représentent 60% des prix de l'essence. Voilà. Donc là, ce qui est en train de se passer au niveau communication, on le voit clairement, c'est que le gouvernement est en train de dire, regardez, les méchants, les grands méchants qui ne veulent pas jouer le jeu, c'est les distributeurs. Et ils veulent pas jouer le jeu, c'est leur faute, du coup. Sauf que, bien sûr, ils ne disent pas que eux, ils pourraient très bien agir de leur côté, et plutôt que de mettre une taxe à 60%, parce que je rappelle qu'on est, nous, la France, le pays le plus taxé au monde, hein, et encore plus sur l'essence, du moins un des pays les plus taxés au monde, pas dire de bêtises. Et voilà, donc là-dessus, pour ça je dis attention, ne pas se tromper de cible, c'est peut-être pas les distributeurs les plus méchants dans l'histoire, c'est peut-être le gouvernement français. Voilà, après chacun fait son avis là-dessus, moi j'ai le mien, il est tranché. Et enfin, dernière chose, pour vous dire que je suis pas très optimiste non plus, pour le coup je suis d'accord avec le FMI, un article de RFI, donc le Fonds monétaire international tire à nouveau la sonnette d'alarme sur le niveau élevé de la dette mondiale. Donc là, ils publient ça au 19 septembre 2023, c'était hier. Donc eux, ils tablent surtout sur la Chine. Donc c'était, je veux dire, de bonne guerre, hein. Fonds monétaire international, ils disent le danger vient principalement de la Chine avec les 272% du poids de la dette par le PIB pour la Chine. Mais je pense que le plus gros danger vient pas forcément de la dette chinoise, il vient plutôt de l'immobilier chinois peut-être, mais il vient également de la politique de hausse des taux directeurs de la zone européenne et même de la zone au niveau de l'Occident. Voilà. Parce que eux, ce que font la Chine, c'est que justement ils sont en train de baisser leur taux directeur. Ils font l'inverse en fait. Donc c'est vrai que c'est la première fois dans le monde, on a une politique générale des banques centrales qui n'est pas du tout la même. Donc c'est un peu le cafouillis, hein, clairement.
Et chacun fait un peu comme il peut, et c'est là où on voit que même au niveau mondial, on a l'économie qui est en train d'échapper au contrôle des autorités. Voilà les amis, donc c'est pour ça que là, donc les choses s'accélèrent même au niveau de l'inflation, et que les prochains mois vont être vraiment très critiques au niveau des choix des autorités financières, notamment de la Banque Centrale Européenne, parce que s'ils augmentent trop les taux directeurs, vous l'avez compris, hein, eh bien on risque d'avoir un poids de la dette tellement énorme qu'on pourrait se retrouver dans un cas de figure où bah, il n'y aurait pas d'autre choix, par exemple, que soit on fait banqueroute en France, mais pour éviter la banqueroute, eh bien, le gouvernement français pourrait pourquoi pas ponctionner dans les épargnes des Français. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, juste là, je vous invite à voir, pour expliquer tout ça. Ce sera tout pour cette actualité crypto, un numéro 42. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir vraiment, je suis très curieux de voir ce que vous en pensez. Je vous rappelle, je n'ai pas la science infuse, hein, clairement, j'ai mon propre avis personnel. Et donc chacun a vraiment le droit et même le devoir hein, d'avoir son propre avis, bien évidemment, en cherchant par soi-même hein, les informations. C'est le plus important, c'est l'éducation financière. On voit de plus en plus que ça devient primordial d'avoir sa propre éducation financière pour être responsable de ses actes et gérer au mieux son portefeuille financier quand on voit le cafouillis hein, qui est en train de devenir le monde là au niveau de l'économie. Voilà les amis. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vous dis à bientôt. Donc je ferai une prochaine vidéo là pour expliquer justement, comme je vous l'ai dit, le bazar qu'il y a avec Finance, avec Binance, Coinbase, etc. Je la posterai lundi, je pense, je n'aurai pas le temps avant. Et puis sinon, bah écoutez, prenez soin de vous, hein. Je vous dis à bientôt. Ciao.